clairon. Et pour notre clairon, très heureuse de recevoir de nouveau Philippe Erlin. Bonjour Philippe Erlin. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous, économiste, spécialiste des questions monétaires. Et je vais citer votre livre Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies que vous avez réédité chez Erol. Et je vous renvoie tous, chers amis, à l'interview autour de ce livre il y a encore peu de temps. On va mettre le lien ici en description de cette vidéo. Alors, je le disais, deux actualités. Et on avait déjà parlé de Donald Trump la dernière fois, mais cette fois-ci, eh bien, c'est passé. Et Donald Trump a émis jeudi 23 janvier ce décret exécutif pour favoriser l'industrie de la crypto-monnaie qui joue, je le cite, un rôle crucial dans l'innovation et le développement économique aux États-Unis. On va revenir plus précisément sur ce décret exécutif qui propose carrément de mettre en place en effet un cadre réglementaire et législatif pour cette industrie. Il propose même une réserve nationale des bitcoins qui devrait probablement voir le jour. Et on sait en tout cas que l'administration Trump doit travailler. Ils ont 180 jours avec un groupe de travail pour rendre un rapport à Donald Trump et pour faire des propositions concrètes sur ce sujet. Et puis deuxième grande actualité, c'est cet enlèvement ultra violent mardi dernier de David Ballan, j'ai dit Baldan. Ballan. Alors Ballan, voilà, on va y arriver, décidément. J'ai dit Baldan, je pensais à quelqu'un d'autre tout à l'heure. Donc c'est une star de la crypto-monnaie, enlèvement également de sa femme, il faut le rappeler. Ils ont tous les deux été kidnappés à leur domicile, près de Vierzon dans le Cher. Il y a eu quand même une vidéo du doigt mutilé de David Ballan qui a été envoyé à son ancien associé avec une demande de rançon en crypto-monnaie, c'est important de le souligner. Il a quand même été séquestré pendant plusieurs heures. Sa compagne a été ligotée à 200 km de là, retrouvée dans le coffre d'un véhicule garé à Étampes. Enfin, c'est vraiment très très violent. Finalement, ils ont tous les deux été retrouvés, libérés par les forces d'élite mobilisées. Mais on voit quand même ici qu'il y a un CV très particulier de David Ballan, cofondateur de la société Ledger, donc qui est une start-up française spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies, qui est aujourd'hui valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Et bien sûr, c'est à noter dans cette affaire de grand banditisme où il demande une rançon en crypto-monnaie, quand même. Donc on est vraiment dans une actualité très particulière, Philippe Erlin, et c'est pourquoi je souhaitais vous recevoir de nouveau pour que vous nous aidiez à comprendre ce qui s'est passé. Alors comment vous pouvez, vous, interpréter cet enlèvement et cette demande de rançon en crypto-monnaie ? Alors, l'enlèvement, ça c'est quelque chose... Enfin, l'enlèvement, ça c'est quand même nouveau. Mais les rançons en crypto-monnaie, ça date d'assez longtemps parce qu'un procédé qui est beaucoup utilisé par les hackers, c'est d'envoyer un virus sur votre ordinateur. Ensuite, tout est chiffré. Vous n'y avez plus accès. Et pour avoir le mot de passe qui vous permette d'avoir un nouveau accès à votre ordinateur, vous devez payer une rançon en bitcoin. Donc ça, c'est malheureusement assez courant. Là, c'est quelque chose d'un niveau supérieur parce qu'il y avait l'enlèvement d'une personne. Et en fait, c'est à son associé Éric Larchevêque qui était demandé la rançon. Quoi. Voilà. Donc lui, heureusement, Éric Larchevêque a prévenu la police. Et c'est vraiment ça qu'il faut dire. Il faut toujours prévenir la police. Et ils ont retrouvé l'équipe qui a fait l'enlèvement en 2 jours. Donc c'est une efficacité assez remarquable de la police. Et en plus... on n'est pas sûr qu'ils aient retrouvé les commanditaires. Hein. Alors oui, on a retrouvé les exécutifs. Ils ont trouvé l'équipe, 7 personnes quand même. Après, bon, voilà, est-ce qu'il y a des commanditaires en plus? Ça, on verra. Et surtout, la rançon en crypto-monnaie a pu être bloquée sur des comptes. Parce que ça, c'est là où on voit que ce sont un peu des pieds nickelés. C'est que il ne faut pas croire que le bitcoin ou les crypto-monnaies, c'est complètement anonyme et qu'on peut passer sous les radars et enlever quelqu'un. Justement, ça revient à votre livre. Et à un moment donné, vous aviez un chapitre sur le fait que non, c'était pas un truc de grand banditisme, c'était pas du marché noir et qu'en fait, il y avait toujours une trace. Et vous aviez insisté là-dessus la dernière fois. Voilà, il y a toujours une trace et sont inscrits dans la blockchain. Alors, on sait qu'il y a des bitcoins qui ont été volés sur des places de marché il y a déjà plusieurs années. Et ces bitcoins-là, ils peuvent pas être utilisés par les hackers. Dès qu'ils vont bouger, ça va allumer des voyants rouges chez des sociétés spécialisées qui s'occupent de contrôler la blockchain au profit des États, comme TrackFin ou des choses comme ça. Donc, c'était comme Chainalysis, l'américaine qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Et donc, les gens qui ont piqué ces cryptos, ils ne peuvent pas en profiter, en fait. C'est très rare. Alors, il peut y avoir des solutions, passer dans le dark web. Il y a aussi des mixeurs où on peut mélanger plusieurs transactions pour essayer d'anonymiser un peu, mais ça marche pas vraiment, en fait. Parce que c'est vrai que la première image que ça donne, cette histoire d'enlèvement, on se dit, vous voyez bien, la crypto-monnaie, c'est lié au grand banditisme.
Et finalement, vous dites que non, la preuve que non. Non, alors là, en fait, on a le profil de cet individu, ce n'est justement pas le grand monétisme. Ce sont plutôt des pieds nickelés, des gens qui avaient déjà un profil de délinquant, mais pas du grand monétisme. Les grands monétistes, je pense qu'eux, ils ont compris que demander une rançon en crypto, c'est pas la bonne solution parce qu'ils ils pourront pas réellement en profiter. Il vaut mieux demander une rançon en billets de banque dans des valises parce que ça, effectivement, après, dès qu'on a la main dessus, on peut les diffuser et l'utiliser. En crypto, c'est extrêmement difficile. On laisse des traces et justement, on peut permettre de se faire piquer par la police même plusieurs années après, quoi. Donc, c'est pas une bonne solution, en fait. D'accord. Alors, revenons sur le premier sujet, celui de Donald Trump et de ce mandat exécutif, du décret exécutif du 23 janvier, avec évidemment cette place toute particulière donnée donc, à la crypto-monnaie qui doit jouer un rôle et qui joue un rôle crucial selon Donald Trump dans l'innovation et le développement économique aux États-Unis. Donc là, on est en train de lui accorder une place spéciale avec peut-être une réserve nationale de bitcoins, avec ce cadre légal et réglementaire qui est en train d'être mise en place. Et puis l'objectif annoncé de l'administration Trump, qui est de rendre les individus finalement libres de participer à tout cet écosystème crypto, que ça aille à l'utilisation à des fins légales des blockchains, sans persécution, il précise, participer au minage de crypto-monnaies, réaliser des transactions avec d'autres personnes sans censure. Voilà. Autant de possibilités qui étaient un peu entravées jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment la nouveauté. Alors, c'était un engagement de Trump pendant la campagne et qu'il a tenu. On le voit à travers la nomination et à travers ce groupe de travail. L'objectif, ça va être de déréglementer, en fait. Parce que l'administration Biden mettait des bâtons dans les roues du secteur crypto et ils en avaient vraiment ras-le-bol. Et c'est pour ça que Trump, quand il a annoncé à la grande conférence Bitcoin de Nashville le 27 juillet, qu'il était pro-crypto, il a soulevé un enthousiasme extraordinaire, quoi. Au point que Kamala Harris, quelques jours après, a dit « Ah bah finalement, mais nous aussi, on va devenir pro-crypto. » Et ils ont fait un virage à 180 degrés. Bon, ça, évidemment, ça n'a pas suffi et c'était pas crédible parce que toutes les années précédentes, il faisait tout pour freiner ça. Bon, voilà. Mais donc, il a réussi vraiment à se mettre dans la poche tout le milieu de la crypto et ce n'était pas que des promesses. Donc, il y a ce groupe de travail qui va enlever toutes les entraves et proposer un cadre assez libéral, parce que son objectif, c'est que les États-Unis soient numéro 1 mondial dans le secteur de la crypto, aussi bien le minage que la création de services, de start-up, etc. Et donc, ils vont prendre une avance énorme. Ouais, c'est ça. Et notamment par rapport à l'Europe, parce que nous en Europe, on a la législation MiCA, qui est en effective depuis le 30 décembre dernier. Et alors c'est une législation assez contraignante comme toutes les législations européennes, sauf qu'à l'époque du mandat Biden, on était à peu près au même niveau que les Américains, parce que les Américains aussi étaient très frileux par rapport à ça. Mais là, maintenant, on se retrouve avec une législation qui est très contraignante face à des États-Unis qui, eux, vont déréglementer à fond et vont capter toutes les richesses. Ils vont encore prendre une avance. Comme on a pu voir avec Google, avec le net, etc. Et comme on le voit avec l'intelligence artificielle, où on a aussi été les premiers à dégainer une réglementation. Résultat, les boîtes partent aux États-Unis ou ailleurs, parce que c'est là où il y a une vraie liberté, puis où il y a le capital risque aussi. Donc, et il va malheureusement passer la même chose pour les cryptos. En France, d'ailleurs, dans le budget qui vient d'être voté par le Sénat, il y a une taxe spéciale sur les cryptos pour les ventes de montants importants. Donc ça, c'est la meilleure façon de dire aux gens qui possèdent beaucoup de Bitcoin, barrez-vous de la France, parce que sinon, vous allez être... on va trop vous taxer. Une taxe pour les propriétaires de crypto ? Oui, alors, actuellement, c'est pas encore validé, il faut que le gouvernement la valide, mais ça a été voté par le Sénat. Actuellement, la taxe sur les cryptos, c'est 30% sur les plus-values. Donc c'est comme les actions, comme l'immobilier d'acquisition. Voilà, c'est une taxe, on va dire, comme l'or aussi. Enfin, l'or, ça se met à décroître au bout de 2 ans, mais bon. Mais 30%, on va dire, c'est encore acceptable. Oui. C'est-à-dire que tout est relatif, mais quand on compare au reste... Dans un pays où on est assommé à quasiment 50% d'impôts sur tout ce qu'on fait, 30%, c'est léger. C'est presque cadeau. C'est quand même élevé par rapport à beaucoup d'autres pays européens, mais voilà, ça peut être acceptable. Tandis que là, ça monterait à 37% pour des montants élevés. Le problème, c'est que ceux qui ont accumulé des bitcoins depuis longtemps, ils ont des montants élevés et donc ça va les dissuader de vendre en France et donc de partir à l'étranger, ce qui est vraiment très intelligent. Alors, moi, je trouve qu'on devrait au contraire, à la limite, favoriser le bitcoin parce que le bitcoin, c'est une ressource rare qui aujourd'hui
vaut 100 000 $, mais qu'en vaudra beaucoup plus dans quelques années. Donc on devrait plutôt inciter les Français à en acheter. Ouais. Et même l'État devrait aussi miner, c'est-à-dire avec EDF, on a un parc nucléaire qui aura une capacité à miner du Bitcoin, notamment pendant l'été, parce que les centrales sont un peu sous-utilisées. Et on pourrait les occuper à miner du Bitcoin et à récupérer du Bitcoin. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de pays dans le monde qui possèdent des Bitcoins. Alors, pour beaucoup, c'est des saisies judiciaires, hein, comme aux États-Unis, ils en ont 200 000, mais aussi en Allemagne, d'autres pays. Nous, on en a 0. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui se mettent à miner. Alors, aux États-Unis. Alors, peut-être préciser ce que ça veut dire miner pour nos éditeurs. Alors, miner, ça veut dire c'est valider les transactions. Donc, ce sont des mineurs qui font tourner des ordinateurs spécifiquement dédiés à cette tâche. Et le premier qui valide un bloc, un ensemble de transactions, est récompensé en Bitcoin. Voilà. Et donc, c'est une activité qui consomme du capital, mais qui en rapporte aussi beaucoup. Et il y a beaucoup de pays qui en profitent. Par exemple, j'ai le cas du Bhoutan, qui est un pays assez enclavé, assez pauvre, mais qui se trouve en l'Himalaya. Donc, il a beaucoup de ressources en hydroélectricité. Et donc, il en profite pour miner. Et le Bhoutan accumule, il a déjà plusieurs milliers de bitcoins. Oui, en fait, c'est vraiment misé sur l'avenir. Voilà. Et donc, moi, je trouve qu'ils font un très bon choix. Et nous, on pourra faire la même chose parce qu'on a les éoliennes. Alors, moi, je ne défends pas les éoliennes, mais les éoliennes produisent de l'électricité quand on n'a pas besoin. On a qu'à mettre un peu des conteneurs de minage et puis ça rapportera au moins des bitcoins. Oui. Bon, au moins. Bon, moi, je suis favorable. Il faut dire que cette énergie est perdue. Voilà. Moi, je suis favorable à la disparition des éoliennes. Mais bon, elles sont là. En attendant, elles sont là. Utilisons-la. Et puis, on a un parc nucléaire qui fonctionne, qui produit beaucoup, et l'été il est un peu sous-utilisé, en minant du Bitcoin, ça rapportera de l'argent à l'État. Mais ça, même ça, ils veulent pas, parce que le Bitcoin, voilà, encore une image un peu négative en France, et personne ne veut le faire, ce qui est assez effarant, quoi. Alors je rappelle, vous l'avez dit, les États-Unis détiennent en fait c'est 207 189 Bitcoin aujourd'hui. Ils sont quand même le premier pays au monde à posséder autant de Bitcoin. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Et il prévoit là donc d'acheter jusqu'à 200 000 bitcoins par an pendant 5 ans pour porter l'acquisition à 1 million de bitcoins, soit 5% de l'offre totale de bitcoin en circulation. Donc là, on a véritablement, en effet, un projet d'avoir une trésorerie bitcoin comme ils l'ont, comme ils ont leurs réserves en or et en dollars. Voilà, on a du mal à comprendre pourquoi, en effet, nous, on n'est pas à chaque fois, on n'est pas cette notion de la vision longue et du projet finalement et du projet crypto-monnaie. C'est vrai que ça intrigue. Hein. Oui, parce que Bitcoin, on dit c'est de l'or numérique, c'est un peu vrai. Donc, puisque beaucoup d'États ont des réserves en or, pourquoi pas avoir une réserve en or numérique aussi en Bitcoin. Voilà, les États-Unis ont compris ça. Ils en veulent c'est pas très risqué en plus la façon dont ils procèdent. Non mais voilà. Par étapes. Voilà. Et puis en plus, on voit maintenant, on sait que le cours progresse maintenant. Plus personne ne dit que le Bitcoin peut retomber à zéro en cas de problème. Bon, il y a 5, 6 ans, 7 ans, on pouvait envisager ce scénario. Aujourd'hui, c'est réglé. On sait que cette monnaie va s'imposer. Et donc on a intérêt à en acheter parce que son cours va progresser. Donc en l'achetant aujourd'hui à 100 000 $, il vaudra $1 million dans 5 ou 10 ans. C'est quand même un très bon placement, quoi. Voilà. Et donc pour les États-Unis, c'est une façon d'avoir un actif qui va prendre de la valeur et un peu d'alléger leur dette aussi, quoi. Voilà, parce que même si Trump compte réduire le déficit pour éviter de l'endettement, il y aura toujours une dette et ça va prendre du temps. Donc si entre-temps on peut acheter un actif qui va prendre beaucoup de valeur, c'est une façon d'enrichir le pays. Et c'est ce que nous, on pourrait faire, on aurait pu faire. D'ailleurs, EDF a passé un appel d'offres 2017-2018 à peu près, auquel a répondu un spécialiste français, Sébastien Gouspillou. Puis finalement, l'appel d'offres a été annulé au dernier moment suite à des bisbilles internes justement à EDF et entre le pouvoir et qui ne voulait pas miner de Bitcoin. Et Sébastien Gouspillou a fait le calcul. Si l'appel d'offres avait été respecté et qu'il avait remporté, serait rapporté, alors je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfices, 4 milliards d'euros à EDF. Ouais. Voilà, donc on a fait une croix là-dessus. Quel dommage. Voilà. Eh bien, c'est le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Philippe Herrien. Je précise d'ailleurs que beaucoup, j'ai lu un article du Figaro, peut-être ont-ils écouté Toxin avec vous, puisque même maintenant, le Figaro titrait sur ces personnes, même personnes âgées, retraitées, qui se mettaient à acheter maintenant de la crypto-monnaie, du Bitcoin en particulier. Donc, malgré tout... Une petite info, juste ça, 20 secondes, il y a un événement crypto à Auxerre, voilà, ce week-end, Crypto XR. Il y a à peu près tous les représentants français de l'industrie qui seront présents. Moi, j'y serai, je ferai une table ronde. Donc, il y aura le fameux ballon ?
Il y aura Ledger, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Et donc, pour ceux qui habitent dans la région d'Auxerre, voilà, il y a 2 jours de conférence pour 30 € seulement. Donc, c'est fait pour être accessible au grand À public. tous. Et Donc, peut-être il mieux faut, comprendre ce monde. Voilà, donc il faut féliciter cette initiative. Merci beaucoup Philippe Erlin. Je rappelle votre livre Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies, réédité. Donc c'est de la nouvelle édition, revue augmentée chez Erol. Merci Philippe Erlin, merci beaucoup à vous.